Salut tout le monde, aujourd'hui c'est le Frames Festival à Avignon et nous avons eu l'opportunité de filmer une rencontre entre deux vidéastes, Elliot Mini et le Fossoyeur de film. Nous vous souhaitons donc un bon visionnage et nous remercions le Frames Festival de nous avoir permis de filmer cette vidéo. Allez, on y va ? Bonjour François, bienvenue sur la chaîne de la Vidéothèque d'Alexandrie. Est-ce que tu peux nous présenter vite fait ta chaîne, si personne ne te connaît? Ma chaîne c'est le Fossoyeur de film, qui récupère le nom de l'émission principale sur la chaîne, et c'est de la chronique cinéma principalement avec de la fiction. Maintenant c'est devenu l'émission, c'est plus de la chronique fiction, et je parle surtout de cinéma de genre. Après il y a d'autres formats sur la chaîne qui sont hors du personnage du Fossoyeur, où je parle plus de trucs dans l'actualité ou des sujets par-ci par-là. Mais voilà. D'accord. C'est parfait que tu parles de cinéma parce que le but de cette vidéo, ça va être d'échanger sur un sujet donné. Et en l'occurrence, je me pose une question. En quoi la qualité technique du support du film qu'on regarde, genre DVD, au cinéma ou en streaming un petit peu dégueu sur Internet, en quoi ça affecte la manière dont on va recevoir le film et la manière dont on va le restituer en termes d'appréciation critique? Est-ce que tu as quelque chose, une idée? Déjà, est-ce que tu peux me dire, toi, par quel moyen tu préfères regarder tes films? Ça m'est égal, vraiment, quel que soit le moyen, pourvu que le film devant moi dans de bonnes conditions, j'ai vraiment pas de préférence particulière. Mais c'est problématique quand un film n'est pas de bonne qualité, au même sens que si tu vas un tout petit peu effacer le tableau d'un peintre, il va dire non mais c'est pas ma vision, ça vous l'avez effacé. Enfin au bout d'un moment, l'idée c'est vraiment de retranscrire le plus fidèlement possible la vision d'un réalisateur, d'une équipe et de la vision créative qu'il y a eu derrière. Mais après c'est pas essentiel au sens où un bon film reste un bon film, même si on le voit dans une qualité pas top, quoi. Même si on voit, je sais pas, 2001 l'Odyssée d'espace en Super 8, ouais, ça restera 2001 l'Odyssée d'espace. Donc c'est vrai qu'il y aura pas le même souffle de la même manière que si on le voyait juste, je sais pas, en IMAX. Mais voilà. Moi, j'essaye de regarder vraiment les films de la meilleure qualité possible, le plus possible au cinéma et sinon en Blu-ray. On a déjà eu donc avec un ami une petite mésaventure. On voulait regarder Théorème de Pasolini et on avait une version DVD dont le master était pourri. Avec les couleurs, l'étalonnage qui était complètement moisi, parce que moi je l'avais jamais vu, mais apparemment c'est un film qui a beaucoup de couleurs, qui est très qui a un propos rien qu'avec ses couleurs, et là l'étalonnage était totalement désaturé, et personnellement c'était la première fois que je voyais ce film, et à cause de cette image parfaitement dégueulasse, j'ai eu du mal à vraiment apprécier le film, à rentrer dedans. Il y a certains films pour lesquels c'est plus approprié. Enfin, il y a certains qui reposent plus sur l'usage des couleurs. Là, j'avais fait une chronique sur le nom de la rose, et j'avais récupéré in extremis un bon fichier, quoi, pour distribuer les extraits d'un nouveau master du film, où les couleurs étaient tellement plus chatoyantes, tellement plus chaleureuses même. Et c'était le jour et la nuit. D'un seul coup, ça changeait vraiment le feeling, le rapport qu'on avait aux images, surtout dans toutes les scènes éclairées à la bougie, où là c'était vraiment beaucoup plus orangé, beaucoup plus le grain, ça granulait un petit peu, c'était l'image chiait un petit peu, mais c'était pas grave, ça participait vraiment à l'ambiance du film. Donc je pense vraiment que ça dépend des films. Il y en a certains qui, si tu fais, je sais pas, une chaîne sur les films oubliés de Vidéoclub des années 80, si t'as une image un petit peu dégueulasse avec un truc un peu passé, ça fait partie aussi de l'imaginaire qu'on a de ce genre de film, donc ça peut participer à l'expérience. Ça, je pense vraiment, ça dépend de tellement de choses et tellement de types de films. Ça me fait justement penser à la restauration qu'il y avait eu sur Massacre à la tronçonneuse, où justement il était question que le master du film, qui avait servi à la distribution des DVD, avait pris un coup de vieux, et du coup tous les DVD avaient une image dégueulasse, jaunie, et quand ils ont fait la restauration, on a retrouvé un étalonnage déjà beaucoup plus propre, une image toujours aussi granuleuse parce que le film a été tourné en pellicule Super 8, je crois. Mais voilà, du coup, personnellement, j'ai fait une vidéo donc sur Massacre à la tronçonneuse, et quand j'ai présenté le Blu-ray en disant pourquoi est-ce que c'était important de le voir en Blu-ray, j'ai eu beaucoup de réponses en me disant que comme tu disais, c'est pas très intéressant parce que l'image du film, voilà. Mais en même temps, c'est comme ça qu'ont connu les gens
le film à sa sortie. Et quelque part, enfin, je sais pas, pour moi, c'est important. Bah oui, c'est vrai, mais après, enfin, le film est tellement réapproprié au fil du temps que chaque période va le voir différemment. Mais après, ça m'amuse les accidents de ce type parce que ça entre dans l'imaginaire. Et par exemple, je sais pas, Vampire de Dreyer, qui a cette image un peu dégueulasse, grisâtre, laiteuse. Et en fait, à la base, c'est un problème technique. Et ils ont fait développer les rushs et tout ça. Ils ont, ça crée une ambiance. Et ils sont partis sur cette esthétique-là parce qu'ils avaient eu juste une couille, en fait, technique, quoi, pour sortir les rushs. Et, finalement, ça participe au truc. Donc, vraiment, le Massacre à la tronçonneuse, ouais, faut que ça dégueule un peu, quoi. C'est pas possible autrement. Je comprends ça. Après, on a beaucoup parlé de l'image, mais pareil, au niveau du son, par exemple, il y a beaucoup de films, surtout récemment maintenant, qui jouent sur la spatialisation, 5.1, 7.1, ça va jusqu'au 9.1. Et alors, c'était, je me souviens plus du titre du film, mais le film coréen, je crois, qui est sorti il y a pas très longtemps sur le mec qui est resté bloqué dans un tunnel. Tunnel, d'accord. Oui, d'accord. Je me souviens, quand je l'ai vu au cinéma, il y avait énormément de scènes, surtout au début, qui jouaient sur cette spatialisation parce qu'on entendait des bruits de cailloux qui tombaient derrière. On savait pas à un moment si le tunnel pouvait s'effondrer encore plus. Ça ajoutait beaucoup de tension. Et ce genre d'effet-là, finalement, il n'est pas possible quand on regarde le film sur un téléviseur ou au casque. Il faut vraiment avoir un home cinéma. Et je trouve que justement, quand on n'a pas ce genre de technique à la maison, on passe à côté de beaucoup de choses au final. Ah ouais, complètement. Après, bon, il y a beaucoup de gens qui diront, bah oui, parce que le vrai lieu pour voir des films, c'est la salle de cinéma et revenir à ce truc. Et toutes les manières de voir le film à côté, ça serait une version un petit peu amoindrie. Encore une fois, ça dépend tellement des cas de figure que voilà. Mais après, je suis un petit peu moins attentif au son, ce qui est un peu bizarre parce que je suis très attentif au son musicalement généralement, mais par rapport à, enfin si, ça m'arrive quoi. Le design sonore par exemple de Dunkerque récemment, j'étais comme un fou. Enfin, je trouvais que c'était la meilleure chose du film. Mais moi, je sais pas, j'ai pas vu Tunnel encore d'ailleurs. Il faudrait que je rattrape ça. Bah, okay. Je parlais de restauration tout à l'heure, on pourrait parler de la restauration des films beaucoup plus anciens, un film muet par exemple, où c'est vrai que là on a une image cette fois-ci plus dégueulasse à cause forcément de ce que sont devenues les bobines au fil du temps, mais maintenant, à l'heure du numérique, on a une image dégueulasse parce que ce sont des films qui sont tombés dans le domaine public, qui ont été uploadés et réuploadés sur Internet. En tout cas, c'est comme ça que je le fais. Et on a par exemple le site Web Archive qui référence beaucoup de films tombés dans le domaine public, dont l'image globale est super compressée, on voit quasiment plus rien. Et quand on compare ça justement avec les versions restaurées, on redécouvre le film, on se rend compte finalement que presque la netteté, le grain de l'image d'un film de l'époque n'a rien à envier au 4K d'aujourd'hui. C'est clair. Mais t'en as en tête en particulier? Par exemple, qu'est-ce que j'ai il y a eu un documentaire. Pardon, j'aurais pu, mais non, je voulais parler du documentaire qu'il y avait sur les films des Frères Lumière, qui est sorti au cinéma il y a quelques mois maintenant. Et quand on voit ce documentaire-là, on se rend compte que ça, sur un grand écran, ça passe, quoi, alors que sur un petit écran d'ordinateur en streaming, c'est horrible. Ouais. Bah ouais. Et c'est quoi ce documentaire? Je me souviens plus. C'est un mec. Lumière. L'aventure commence. D'accord. Par contre, je me souviens plus du nom du réalisateur. Thierry Frémaux, je crois. Je ne sais plus. Ça serait pas étonnant que ce soit Frémaux, ouais. L'Institut Lumière à Lyon, c'est... ouais. D'accord, ok. Donc, si tu as l'occasion de le voir, c'est un film qui est... ça compile une centaine de clips de Frères Lumière. C'est commenté par Thierry Frémaux, du coup, je crois. Et voilà, donc il fait vraiment une visite de l'époque au travers des films des Frères Lumière. Okay. En 4K, c'est génial. Ça roule. Et bien, je pense qu'on peut se dire au revoir. Merci d'avoir été là. Et puis, à une prochaine.